Un dragon, ça a connotation démoniaque ou pas? C'est mythologique, mais je crois pas qu'il y ait de rapport avec les démons, les dragons. Certes, toutefois, si on prend le one-shot qui est Monster en compte, révélant le passé de Ryuma lorsqu'il tue un dragon, il s'agissait bien d'une vraie créature et non un humain. Mais ça, ce n'était qu'un banal exemple. Venons-en au suivant qui est bien plus intéressant. Ah, voilà. Là, tu me parles en démon. Là, on est dans du concret. Là, on a le vrai démon avec Cavendish. Cavendish s'est démarqué sur Dressrosa pour une chose, Akuba, son alter ego démoniaque qui prend le contrôle de son corps une fois endormi. Nous avons là pour la première fois une vraie vision de ce que serait une possession démoniaque dans One Piece. Il ne s'agit pas d'un simple trouble de l'identité ou autre, Akuba semble véritablement être une entité vivante. Dans la Bible, Satan est comparé à un dragon, si je me trompe pas. Alors là, j'en ai aucune idée, frérot, faudrait vérifier. Bah, si c'est le cas, ok, hein, peut-être. Cavendish. Et le plus drôle, c'est que là aussi, le monde des yokai entre en jeu. En effet, la légende d'Akuba le surnomme le... Il y a Neil qui dit faux. Neil, on a besoin de tes lumières, frérot, c'est vrai ou c'est faux? Kamaitachi de Rommel. Or, le Kamaitachi, c'est un yokai sous forme de belette, connu pour ses attaques hyper rapides, tranchant n'importe qui sur son passage, exactement comme Akuba, vous l'aurez compris. Cavendish n'a pas mangé de fruit du démon apparemment, pourtant il est possédé par Akuba. Et oui, et il est possédé par un démon qui est appelé comme ça, on nous dit bien que c'est un démon, et on n'a jamais eu d'explication claire. Hein. Voilà pourquoi quand je parlais de Zoro, quand je parlais de puissance démoniaque, et que je disais que Zoro, il voudra être surnommé, ou il sera surnommé roi des enfers, roi des ténèbres, par rapport à Rayleigh et tout, limite on faisait passer pour un fou, mais à la fin ce qui devait arriver arriva. Parce que Zoro était tellement lié à ça que c'est comme avec Rayleigh, roi des ténèbres, soit Zoro obtenait le même surnom, même épithète, soit il avait quelque chose d'autre, et c'est arrivé. Au bout d'un moment, quand dans une œuvre t'as carrément des démons, c'est clair, hein, Akuba est un démon, tu peux pas dire que ce qui arrivera après n'aura aucun rapport avec les démons. Maintenant, c'est vrai que l'auteur, il est vraiment parti loin. Là, il est vraiment parti en mode, les mecs du Gorosei, c'est des satanistes. Et là, il a vraiment poussé le délire extrêmement loin. Serait-il en train de devenir un démon comme eux, sachant qu'il est aussi basé sur un yokai? Vous avez compris que ça devenait tout de suite plus intéressant. Et pourtant, l'exemple parfait connu d'absolument tout le monde n'est ni Cavendish, ni le dragon de Wano Kuni. Ni Cavendish, ni le dragon de Wano Kuni, démon. Parle de qui? Non, il s'agit de Zoro. Ah, bah Zoro. Zoro avec sa mystérieuse et légendaire. Et bah voilà. C'est mon HDO les mecs. Technique à 9 sabres, Ashura. Et oui, quelle meilleure représentation d'un démon que celle-ci. On sait... oui, ce qui devait arriver arriva. Je deviendrai le roi des enfers. 1000% qu'il ne s'agit pas d'un fruit du démon car Zoro n'en possède pas un. On sait aussi que ce n'est pas qu'une simple illusion ou encore un quelconque artifice fake et superficiel. Non, Zoro est un démon. Mihawk, il est pas lié au démon, je crois. Hein. Mihawk, il est lié à Dracula, mais il est pas lié au démon, je crois. Hein. Non, j'ai beau réfléchir, non, je crois pas. Hein. Qui peut invoquer un démon et ce... Même son épée, c'est Kokuto Yoru, c'est l'épée noire de la nuit. Mais où il a les mêmes yeux qu'Akuba, hypothétiquement, hein, les mêmes yeux qu'Akuba. Il me semble qu'à la base... Non, c'est dans l'animé, je crois qu'ils sont rouges à la base et puis après ils ont changé. Mais ouais, sinon je crois pas que... Non, vampire en tout cas. Là depuis Enies Lobby. L'idée qu'un personnage comme Saturne, membre de la plus puissante organisation mondiale tout en cachant sans l'ombre d'un doute une force absolue... Aime le maudit, ça c'est moi ça. C'est moi qui lui ai rajouté cette malédiction, ça c'est pas... Et pu lui-même devenir un démon, n'est alors... Du coup Neil, t'as pas répondu. Par rapport au dragon, il y a une connotation démoniaque ou pas? Absolument pas à prendre à la légère. Après tout, leur histoire semble intimement liée aux origines mystiques de One Piece, et encore aujourd'hui, après pas loin de 1100 chapitres... C'est du direct hein les mecs, hein. On va appeler l'infâme Neil. Allô, tu m'entends? Ouais, je vais répondre en live direct. Vas-y, dis-nous, on t'écoute. En gros, il y a un dragon qui est affronté par Saint-Georges, mais qui n'est à aucun moment comparé au diable. Il y a la Tarasque, donc un dragon tortue qui est apprivoisé et dompté par Sainte-Marthe. Pendant, je crois que c'est après du coup qu'elle quitte la Provence, ou au moment où elle quitte les Saintes Maries de la Mer, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que c'est sur son chemin entre les Saintes et Marseille, enfin Sainte-Marthe. Ensuite, le serpent ancien, parce que depuis tout à l'heure dans le chat, ça parle du serpent ancien. C'est pas du tout Lucifer, c'est deux personnages totalement différents. On te dit qu'est-ce que tu racontes? Quand Neil parle, c'est sourcé, il invente rien. Oh, ils abusent. Je vais même dire un truc, les gars, regardez Tour Sainte sur internet, c'était le collège-lycée où j'étais, collège catholique.
Donc, je connais un peu le sujet quand même, un minimum. Eh ouais, les mecs. Bon, bah, du coup, tu me certifies qu'il n'y a pas de rapport concret avec les dragons, alors. Ben, il n'y a pas de connotation démoniaque entre les dragons et la Bible. Ok, parfait. On les retrouve en adversaire. D'ailleurs, Saint-Georges, c'est plus considéré comme un conte de fées que comme faisant réellement partie de la Bible. Saint-Georges, c'est une fée? Non, un conte de fées. Je rigole, frérot. Ah, vas-y, dis-moi. Non, vas-y, ouais. Parce que du coup, c'est pareil, c'est Saint-Georges qui arrive, qui terrasse le dragon et qui sauve la princesse. Donc, ça, on l'a plutôt dans les histoires, il était une fois. Hein. Ensuite, pareil, la Tarasque, elle est apprivoisée, c'est-à-dire qu'après, elle repart avec Sainte-Marthe, elle n'est pas vaincue. Donc, il n'y a pas de connotation démoniaque ou quoi de leur côté. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, merci pour ton intervention. C'est du direct, frérot. Merci à toi. On est en direct, on chie sur le chat. Je suis sur Kizaru, frérot, c'est mieux. Attends, juste avant que tu partes, dis-moi vite fait rapidement, t'as pensé quoi de la grosse patate que Kizaru s'est mangée là? Frérot, moi j'ai juste envie de dire une chose. Là, tout le monde a lu le chapitre. Tout le monde a lu les chapitres précédents également. Ouais. Le fils faisait Joujou, il a envoyé balader, il se mangeait le dog, il revenait. Au moment où il s'est dit, vas-y, je vais lui envoyer juste une patate, l'autre il est KO. Il s'en est mangé une, ça fait mal. Hein. Ah, ça fait mal. En plus, tu vois la case juste avant. Au début, il était là en mode, vas-y, je m'amuse. Francky lui dit, frérot, tu fais quoi? Il dit, ah ouais, pardon, vas-y, je vais être sérieux. Ouais, c'est ce qu'il a dit, ça y est, là. Ça y est, j'ai un petit peu trop... J'ai abusé du troll. J'ai abusé du truc. Bon, on en parlera dans la Cross Guild, frérot. Merci à toi pour ton intervention, toujours très pertinent. Big up, frérot, ouais. Très bonne soirée. Bon, bah du coup, voilà pour l'explication de Denis, là, le témoin de Jéhovah. On a eu l'intervention d'un témoin de Jéhovah en direct, les mecs. Hein, c'est... Voilà, que voulez-vous, c'est du direct. Hein. Paru, nous ne connaissons c'est le catéchisme. Rien de cet aspect-là. C'est une dinguerie. Allez, c'est parti. Que ce soit l'origine des fruits du démon qui n'a été qu'à peine mentionné récemment, ou le haki en général. Il a lu la Bible de Kuma. Cache encore pas mal de secrets, pouvons-nous être sûrs que les vrais démons n'existent pas dans ce monde? Non, on peut pas être sûr, hein, vu qu'Akuba existe. L'exemple de Zoro est pour moi le plus probant, et vous savez quelle est l'ironie ultime de la chose? Juste quelques temps avant d'utiliser Ashura, Zoro s'est battu contre T-Bone, et a utilisé une technique bien particulière pour le vaincre, Gyoki Yuzume. Si vous avez été attentif, vous avez dû reconnaître le mot Gyoki, qui est le deuxième nom du Ushi Oni, le yokai en lequel s'est transformé Saturne, comme si c'était là une autre façon de prouver l'existence de ce démon. D'ailleurs, on pourrait aussi reparler de l'aura qu'a émané Saturne lors de sa révélation. Tous étaient choqués, mais c'est Jinbei qui m'intéresse le plus. Ben enfin quelqu'un qui parle de Jinbei. Qu'est-ce que cette étrange présence? Qualifiant sa présence de sinistre, menaçante, inhabituelle. Pourquoi préciser que l'aura de Saturne est si spéciale si ce n'est justement pour pointer du doigt le caractère unique et jamais vu de sa transformation? C'est vrai. Bon bah Jinbei qui est utile pour nous dire, en fait Jinbei, il est là pour nous dire 1 + 1 = 2. Au Japon, la population japonaise, voilà. C'est quoi cette aura? Voilà. Il sert à rien de plus, Jinbei. Formidable. Comme d'habitude, Jinbei fait du Jinbei. Jinbei est un combattant avec beaucoup d'expérience, pourtant il semble que c'est la première fois qu'il ressent une telle présence. Vous l'aurez donc compris, même si je l'ai présenté en tant que tel au début de la vidéo, j'ai un gros doute sur le fait que Saturne soit un véritable utilisateur des fruits du démon, puisqu'il serait tout simplement un démon. Avant de changer de sujet, revenons très rapidement sur le pentagramme. Invoqué par Saturne, vous avez dû sans doute remarquer le chiffre 5 retrouvable 5 fois à l'intérieur du cercle, n'est-ce pas? Eh bien, au début, je pensais qu'il s'agissait simplement d'une référence au Gorosei, les 5 doyens représentant ainsi les 5 démons d'Imu. Mais je me suis vite fait une autre réflexion. Il va sans doute y avoir un ordre de puissance au sein du Gorosei. Ah, on y est les mecs, c'est maintenant. Un ordre de puissance avec les mecs du Gorosei. Rin n'a pas menti les mecs. On y est, c'est maintenant. Une forme de Peak Fiction les mecs, Peak Fiction, c'est maintenant. Avec un plus puissant et un moins puissant. Le chiffre 5 au centre du pentagramme de Saturne serait alors sa place dans cette hiérarchie. Ah, le moins fort, vu que c'est le premier à être introduit. Ça se tient, ça se tient. Le moins fort, c'est le premier. Après, on est dans une logique de montée en puissance. Bon, mon avis à moi, c'est qu'ils ont tous le même niveau. Concrètement. Maintenant, je peux me tromper, hein, on n'est pas à l'abri. Hein.
Oda il te dit que le mec, vu qu'il a une épée, il a le boost d'épée. Peut-être même que c'est le père de Mihawk, on sait pas, hein. Peut-être que c'est le père ou le grand-père de Mihawk, on sait pas, peut-être. Il s'agit Shanks, c'est peut-être un Figarland et tout, donc peut-être que Mihawk, il est lié au mec du Gorosei, au doyen et tout, hein. Pourquoi pas, pendant qu'on y est. Du moins puissant des membres du Gorosei, le 5e donc, ce qui expliquerait pourquoi c'est lui qu'ils ont envoyé sur Egghead. Le plus puissant, vous l'aurez peut-être compris si vous avez suivi la partie sur les yokai, mais ça serait Venus Juro, le samouraï qui incarnerait Nurarion, le commandant suprême des plus puissants des yokai. Voilà, cette grande partie Masterclass les mecs, il est là. J'ai lancé la vidéo pour ce moment-là. Bah du coup on y est, effectivement. Il a dit que le plus fort c'était certainement l'autre, mais c'est pas vraiment pour un boost épée, hein. C'est surtout parce que c'est le boss des... Après le hasard fait bien les choses, parce que bizarrement, il a une épée. C'est vrai que c'est louche, mais bon, le hasard fait bien les choses. C'est le plus fort, il a une épée, c'est parfait. Donc enfin terminé, j'espère qu'elle vous aura plu, mais attention, ce n'est pas la fin de la vidéo pour autant. Désolé, la dernière page du chapitre recèle encore un sujet que je voudrais aborder avec le plus grand soin. Pour faire simple, Saturne se retrouve face à Bonnie, c'est vrai que Sanji, il est juste devant les mecs, hein. Vegapunk, Atlas, Sanji et Franky. La situation est quelque peu tendue, hein, mais elle le devient encore plus lorsque Bonnie se met à bondir sur Saturne pour le poignarder. Le chapitre se clôt là-dessus et au-delà de vouloir théoriser sur les futurs événements, j'aimerais trouver l'explication qui a poussé Bonnie à se comporter ainsi. En relisant la scène, on comprend que sa réaction vient d'un souvenir. Elle se souvient de la discussion entre deux personnages, l'un semble être Vegapunk. Par contre, si Saturne gifle Bonnie, ça va énerver Sanji. Ça c'est pas négligé, hein. Parce que le côté, le mec qui kiffe les femmes et tout, scénaristiquement, ça joue. L'autre n'est pas nommé. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il s'agissait de Saturne, plus précisément Saturne donnant l'ordre à Vegapunk d'éradiquer totalement la personnalité de Kuma, chose que le scientifique semblait contester. Pour mieux comprendre, Bonnie cherchait depuis le début d'Egghead à venger son père de Vegapunk, qu'elle tenait responsable. On ne touche pas une femme, la Percha, grand misogyne notoire, qui nous dit ça. T'es pas crédible, la Percha, enfin. Responsable de sa transformation en pacifista. Mais son objectif a bien changé après qu'elle ait fouillé les souvenirs de Kuma. Comme elle l'a expliqué au chapitre 1090, elle a renoncé à tuer à Vegapunk, ce qui veut dire qu'elle a compris que Vegapunk n'était en réalité pas celui à l'origine des malheurs de Kuma. Et la réaction qu'elle a eue aujourd'hui face à Saturne nous laisse alors suggérer que c'est lui le responsable, raison pour laquelle elle voulait le Pfiou, elle a planté. Bon, alors je pense n'avoir rien appris à personne, maintenant une chose m'interpelle et me paraît bien plus compliquée. Pourquoi Saturne insistait tant pour effacer la personnalité de Kuma totalement? Pourquoi voulait-il tellement qu'aucune trace de lui ou son existence ne perdure? Eh bien je pense et j'espère avoir trouvé la réponse, ça va être très simple et rapide à comprendre. Kuma sait des choses sur God Valley car il était un esclave sur cette île, aujourd'hui disparu. Oui, très bon. En tant que possible dernier survivant esclave, il sait des choses sur les Tenryubito et possiblement le Gorosei que ces derniers souhaitent à tout prix effacer. Cette théorie, elle prend ses racines du chapitre 1074. C'est dans celui-ci que Bonnie visitait pour la première fois. Le jeune Pumba. Ah, ils l'ont tabassé, c'est vraiment des chiens. C'est une dinguerie. Regardez comment il est, le pauvre. Regardez comment il est apeuré, comment il pleure, comment il tremble. Ah, c'est... La première fois, elle est très fond des souvenirs de son père Kuma et qu'elle découvrit l'horreur. On me demande, on est en 2023, misère de misère. On a vu Kuma comme ça et on me demande pourquoi est-ce que je chie sur ce camp-là. C'est formidable quand même. On me demande d'arrêter de chier sur les amiraux qui ont comme but principal de défendre, de protéger ces mecs-là. De son passé, un passé d'esclave battu et où vivaient des Tenryubito. Bien sûr qu'il fait trop de peine, c'est une dinguerie, regardez comment ils sont. Cette scène, je l'avais immédiatement... Oda, ça fait quand même 25 ans qu'il nous dit c'est qui les vrais mères dans l'histoire. Hein. On peut pas arriver et faire genre qu'on débarque, on n'est pas au courant, on sait pas ce qui se passe. J'espère que personne est choqué de voir Kuma se faire gifler par des Tenryubito. Assimilé à God Valley dans ma review de ce même chapitre. La chronologie correspondait bien et par-dessus tout, Kuma semblait être exploité. Les autres esclaves expliquaient qu'il mourrait si Kuma... Et toi tu l'as insulté? Non, c'est pas pareil, moi je lui ai chié dessus, je disais que l'horrible Pumba avait enfin le traitement qu'il méritait. Mais moi c'est pas pareil, parce que moi je défendais pas les amiraux et les Tenryubito, tu vois. Moi vu que je suis dans l'autre camp, je peux me permettre certains écarts. Tu vois un petit peu ce que je veux dire, frérot? S'enfuyer, nous faisant ainsi... Moi vu que je suis pas un lèche-bot de Tenryubito, bah je peux me permettre de chier allègrement sur leurs victimes. Comprendre que celui qui était... C'est un luxe que j'ai. Vraiment important, c'était lui et pas forcément les autres. Sans doute encore une fois à cause de la race spéciale à laquelle il appartenait et qui avait intéressé Vegapunk. C'est là où la théorie prend un aspect encore plus intéressant. Si ce scénario finit par se valider... Ah, il fait trop de peine Kuma, c'est une dinguerie. Hein.
Kuma était bien un esclave de God Valley dans sa jeunesse, Saturne voulait lui effacer sa personnalité pour que sa mémoire et ses souvenirs de là-bas soient perdus à jamais. Tout simplement car Kuma aurait regardez, les boss d'Akainu. découvert un grand secret des Tenryubito. Je pense même que vraiment des têtes à claque. nous avons là un cas similaire à Doflamingo qui, en découvrant le secret du trésor de Marie-Joise et ne pouvant être tué par le gouvernement, obtiendra le titre de grand corsaire. Kuma aurait alors découvert l'existence et le secret d'un trésor gardé par les Tenryubito, que ce soit le trésor national de Marie-Joise ou même de God Valley, peu importe. Si le gouvernement ne pouvait pas le tuer, alors il devait au moins effacer sa mémoire, expliquant ainsi l'ordre que Saturne a donné à Vegapunk. Si je ne peux pas vous donner avec certitude l'identité du trésor de Marie-Joise, tant les théories peuvent être nombreuses, Mais du coup, il a dû lui parler au téléphone parce qu'elle avait dit Vegapunk, je l'ai vu il y a longtemps de mémoire. je me suis auto-convaincu que cette théorie sur God Valley était la bonne. Cette île commence doucement à revenir au centre du sujet avec par exemple l'apparition au chapitre Ça va revenir les... Ah, masterclass. 1086 de... Eh oui, Saint-Garling Figaraland. Saint-Garling Figaraland, j'annonce. Il va vous choquer comme Saturne vous a choqué. Mais lui, il va pas vous choquer juste pour une présence. Lui, il va vous choquer quand il va dégainer sa lame. C'est exactement ce qui va se passer. De Sainte-Figarland, ancien. Il va combattre quelqu'un, ou battre quelqu'un, ou gifler quelqu'un. Mais quoi qu'il arrive, quand il va dégainer son épée, il va pas rigoler. Ça, c'est une certitude. Héros de cette île. Ce personnage a été écrit de façon à ce qu'il nous choque quand il va combattre. Ça, je vous le certifie. Je vous le garantis, c'est une certitude. Si c'est pas le cas, revenez me voir. Les dragons célestes, eux aussi, sont de plus en plus présents dans les derniers chapitres et God Valley semble avoir eu un rôle important. Regardez Akainu, qu'est-ce que je vous ai dit? Tout le monde vous disait Akainu, quand il va sortir du bureau, il va faire des dingueries. Tout le monde vous disait ça. Vous me dites si je mens ou pas. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit non, les amiraux finito. Il va sortir, il va rien faire du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Akainu, chut, sale chien, Montmar. Tu avais raison. Vous ai-je menti? Je ne vous ai pas menti. Je vous ai prévenu, je vous ai dit, il va sortir, il va rien faire du tout. C'est ce qui s'est passé. Important pour eux et aussi pour les esclaves. Autre exemple, Shiryu. Je vous ai dit Shiryu, il aiguise sa lame pour que l'on puisse rire. Limite, ils m'ont dit que j'étais fou. Il s'est passé quoi? Il a sorti sa lame, il a planté Garp. Il a scellé le sort de Garp, le héros de la marine, le rival de Roger, le niveau Roger plus fort que Kaido. Je vous ai pas menti, hein. Qu'il gardait, Kuma serait l'un d'eux. Il y a des moments où t'es sûr. Il y a des moments où t'es sûr et certain que quelqu'un va faire un truc de fou. Voilà. Ça va arriver avec Garling, préparez-vous. Ce mec-là n'est pas un clown. Et malgré l'intention de Saturne d'effacer la vérité, Bonnie, elle, la connaît parfaitement après avoir découvert les souvenirs de son père. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que le prochain chapitre... Voilà, Nabil, monte dans le train. Voilà. Abou qui dit Shiryu bizarre, lui. Il n'y a rien de bizarre, Abou. Il a sorti son épée, il a planté Garp. Garp s'est chié dessus, c'est tout. Il a scellé son sort. Maintenant, on peut remettre en question la méthode. Vous pouvez... Mais dans ce cas-là, remettez en doute, remettez en question les méthodes des amiraux. Moi, ça ne me dérange pas. Répondre à nos questions, une chose est sûre, l'enfer, lui, ne fait que commencer dans One Piece. J'espère que cette... Et il y a Goji qui nous parle d'enfer, moi je suis là, je suis en train de chier sur Garp. Tu vois Abou commenter? Tu vois Abou comment tu me pousses Abou, c'est pas fait exprès. T'as vu comment tu me pousses j'ai pas d'autres mots. T'as vu comment tu m'énerves Abou? Oh, incroyable. Formidable Abou. Bah du coup, c'était sympa, hein. Petite vidéo bien sympathique, hein.